Alors, je suis chimiste à l'interface avec la biologie, biologiste aussi, je crois. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vais en particulier donner quelques exemples. Alors, ça doit être normalement un... Non, ça, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Si, c'est ça. C'est dans le sens inverse, c'est de l'autre côté. Le bouton de milieu. Voilà. Ça ne marche pas des masses. Voilà, ça marche mieux. Oui, voilà. Donc, bon, en introduction, on le sait tous, aujourd'hui, il y a des grands défis que nous devons affronter. Voilà, vous en avez une liste. Chacun y met ce qu'il veut, mais je crois que vraiment les défis de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie, des matériaux, de la problématique des ressources en divers éléments, pas uniquement le pétrole, de la santé, de la toxicologie, de l'environnement, de l'information, du terrorisme, etc., etc. Donc des tas de défis nouveaux en partie, mais pas toujours nouveaux, et en même temps devenant de plus en plus critiques. Et que peut faire la science là-dedans? C'est d'une part de continuer à approfondir à l'échelle de la discipline les fondamentaux. Je pense que, et ce n'est pas toujours le cas suffisamment, la nécessité de coupler encore mieux le monde académique, de la recherche fondamentale et celui de l'industrie. Je pense qu'on peut faire mieux, et on peut faire mieux également sur le plan de l'interface entre les disciplines. Ce n'est pas un progrès continu de ces interfaces, aussi bien avec l'industrie que cette activité interdisciplinaire. Mais là, si on parle de bio-inspiration, bien entendu, on a tous compris qu'il s'agit de faire avancer cette double culture enfin, ou double ou triple ou quadruple entre la biologie, le vivant et puis les autres disciplines. Alors, le vivant, une source d'inspiration, oui, bien sûr, parce que à mesure qu'on analyse comment fonctionne le vivant à l'échelle des molécules, et des macromolécules, bien sûr, protéines, lipides, etc., à l'échelle des matériaux du vivant, mais au-delà, à l'échelle des processus généraux, des procédés qui sont mis en œuvre dans des systèmes cellulaires vivants, des processus aussi fins que des mécanismes de réplication, de régulation, d'adaptation, de réparation. Eh bien, évidemment, on se dit qu'il y a là une source d'inspiration. On a cette idée que finalement, avec 4 milliards d'années d'évolution, on a un système qui a optimisé complètement les choses. Alors c'est vrai en partie, mais je crois qu'il faut éviter cette vision idyllique du vivant étant absolument parfait sur tous les plans. Ceci n'est pas vrai. Et évidemment, cette machine vivante aux performances exceptionnelles, je mets un point d'interrogation parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et par exemple, on sait très bien que toute cette évolution s'est passée dans un cadre extrêmement strict, extrêmement limité, des limites sévères, les conditions de température et de pression, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le monde vivant. Le solvant, c'est exclusivement de l'eau. Évidemment, exigence de composants non toxiques. Mais ça, on peut suivre cette règle, hein, puisque dans l'idée d'une science verte, c'est bien de ça qu'il s'agit aussi. La nature s'est construite sur un nombre fini d'éléments. C'est particulièrement vrai pour les métaux. Et puis, c'est construit aussi à partir d'un nombre fini de molécules extrêmement stables qu'il a fallu activer, l'azote, l'oxygène, l'eau, le dioxyde de carbone, etc. Un exemple, parce que je vais tourner un peu autour de ça pour discuter d'une approche de chimie bio-inspirée que nous avons développée, par exemple. Oui, la photosynthèse naturelle, c'est évidemment un processus absolument fascinant. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, même plus longtemps, l'homme essaye de comprendre comment ces organismes, plantes, microalgues, cyanobactéries, sont capables de récupérer l'énergie du soleil pour réaliser cette transformation fantastique entre l'eau et le dioxyde de carbone pour produire tout un tas de molécules à haut degré, à haut contenu énergétique et qui constituent toute la biomasse qui nous entoure.
Alors, il faut bien savoir, voilà un bel exemple de processus raté, entre guillemets, du point de vue des rendements, parce que voilà, c'est un processus qui est peu efficace et voilà, dans les plantes, le rendement de la photosynthèse est moins de 1%. Quand je parle de rendement, je parle de rendement d'énergie solaire récupérée. Ça peut être un peu mieux dans certains micro-organismes photosynthétiques, mais guère plus. Et alors, voilà, donc à partir de là, il y a cette représentation que Jean-Marie Laine a vraiment très simple et très illustrative à plusieurs fois présentée. Vous avez ici la diversité des systèmes et ici la complexité des systèmes. En gros, dans cet espace-là, la biologie occupe cette partie-là, c'est-à-dire une diversité atomique, moléculaire limitée et évidemment une très grande complexité. À l'inverse, la chimie est pratiquement capable de faire à peu près n'importe quoi, mais plutôt simple. Et donc, Jean-Marie Laine développe cette idée que tout cet espace est à occuper, et ceci peut se faire soit, et c'est tous les travaux qui consistent à modifier le vivant pour aller vers des systèmes plus divers, ou au contraire de complexifier la chimie pour aller vers des systèmes qui se rapprochent de ceux du vivant. Et là, la chimie bioinspirée peut être une approche. Donc, de quoi s'agit-il? C'est prenant conscience des performances. J'ai cité le cas de la photosynthèse pour dire que ce n'était pas tout le temps performant, mais il y a tellement de magnifiques systèmes biologiques qui sont très performants. Prenant conscience de ces performances, évidemment, de copier. Alors tout à l'heure, Alain a dit que le mot inspiration est assez récent. Effectivement, on a beaucoup parlé de biomimétisme avant de parler de bio-inspiration. Voilà, copier ou s'en inspirer, et là je pense qu'on va à un degré supplémentaire à la fois de liberté et en même temps de possibilité si on ne se limite pas à simplement copier. Finalement, pour inventer, et je le mets en guillemets, parce que même si c'est de la copie ou de la bio-inspiration, c'est quand même aussi de l'invention. De nouveaux matériaux, molécules, procédés, enfin, etc. Et évidemment, une part importante, et c'est là que l'interface est majeure, c'est qu'il faut évidemment comprendre, continuer à comprendre cette complexité du vivant et analyser l'origine de ses performances. Voilà un exemple très classique pour illustrer l'histoire de la bio-inspiration, c'est l'aviation, c'est l'avion, effectivement. Alors, évidemment, dans le contexte aujourd'hui de l'exposition sur Léonard de Vinci, on l'a évoqué tout à l'heure, et tous ces travaux de construction de machines volantes qui se sont inspirés effectivement des oiseaux, c'est sûr que si on en était resté à la copie de l'oiseau, peut-être qu'on ne serait pas encore sur l'avion, le A380. Voilà, Jumbo Jet is not a scaled-up pigeon, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de l'oiseau, mais on n'a pas rigoureusement copié l'oiseau. Et voilà comment les choses évoluent. Quand on passe du biomimétisme à la bio-inspiration, si on fait que copier, peut-être qu'on construit des choses comme Gustave Trouvé, et là on ne va pas très loin. Ça aussi, on ne va pas très très loin, même si c'est un peu mieux avec l'avion de Clément Ader. Et puis plus on s'inspire en gardant les principes, mais en construisant d'autres choses où l'homme devient inventif, eh bien on arrive à des objets bio-inspirés. Ici, c'est une figure qui m'a été prêtée par Clément Sanchez, qui a des activités dans ce domaine, et je pense que Hervé Haribard va développer ces idées-là, ces exemples-là. Je crois d'ailleurs qu'ils sont co-auteurs de plusieurs livres. Voilà. Non, simplement pour dire, parce que évidemment, c'est magnifique de se poser la question comment puis-je copier le vivant. Sur le plan fondamental, c'est passionnant. En même temps, ce qu'on nous demande aussi, c'est que cette approche-là, très originale, ait des applications. Et le domaine des matériaux est typiquement un domaine dans lequel cette approche bio-inspirée a conduit à tout un tas d'applications dans le domaine des cristaux photoniques, dans le domaine des nanocomposites, des hybrides auto-assemblés, des nanocomposites, etc., etc. Je ne rentre pas des adhésifs. Et je donnerai, pour ce qui me concerne, des exemples dans le domaine de la catalyse chimique. Voilà, et je viens sur cet aspect de catalyse, et là je rentre un peu plus, si vous voulez, dans le... attendez, excusez-moi, oui, voilà. Je rentre un peu plus dans le détail. Voilà, la chimie, dite aujourd'hui verte, pour bien montrer tous les enjeux nouveaux qu'elle attaque,
est en train de se développer dans de nouvelles directions. Voilà, il faut des solvants, des produits, des réactifs non toxiques, il faut des substrats renouvelables, il faut limiter les déchets, il faut limiter la dépense énergétique, il faut des réactions sélectives. Et quand vous faites cette liste-là, vous apercevez que c'est exactement ce que la nature met en œuvre. Et donc, les aspects de catalyse de toutes les réactions chimiques qu'on peut développer dans l'industrie peuvent s'inspirer du vivant. Alors, ici, vous avez toute une gamme d'approches. On sait très bien qu'il y a tout le domaine des biotechnologies qui utilisent les organismes vivants eux-mêmes ou des composants de ces organismes vivants jusqu'aux enzymes. Et puis à l'autre extrême, vous avez, c'est comme ça que je le vois, vous avez cette approche de catalyse biomimétique ou bio-inspirée plus largement. Quelle est la méthode pour faire un catalyseur bio-inspiré? C'est évidemment d'étudier et de comprendre la réponse du vivant à une question qu'on se pose. Donc là, il y a une approche cognitive très, très, très lourde, et il faut des biologistes. Deuxièmement, il faut étudier et comprendre le système ou le processus qui est mis en œuvre, à la fois sur le plan structural et sur le plan mécanistique, à l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique. En tout cas, c'est comme ça que le chimiste travaille. Et ensuite, reproduire par synthèse, molécules, matériaux, processus, reproduire y compris le procédé de fabrication de l'objet. Un exemple, voilà une protéine qui fait une réaction enzymatique tout à fait intéressante que l'homme ne sait pas faire à l'échelle du laboratoire ou à l'échelle industrielle. Tout se passe dans un site actif. Et l'hypothèse que fait le chimiste, c'est que la chimie qui est mise en œuvre ici peut être mise en œuvre dans un petit complexe. Ici, ça représente un ion métallique. Peut se faire par un petit complexe qui reproduit un certain nombre de caractéristiques du site actif. Alors, c'est une réduction. C'est typiquement une approche réductionniste. Néanmoins, c'est exactement dans l'approche biomimétique de la chimie. Et donc, cette chimie bio-inspirée, c'est vraiment comprendre et en même temps dépasser les limites du vivant, parce que rien ne nous interdit, une fois qu'on a compris les principes biologiques de l'organisation ou les principes biologiques du fonctionnement, d'utiliser non seulement les éléments chimiques naturels, mais prendre également des éléments chimiques non naturels pour faire l'objet inspiré, et toutes sortes de combinaisons d'atomes et de molécules naturelles et non naturelles. Donc, j'entends par bio-inspiration le fait qu'on a cette liberté de continuer à appliquer les principes tout en prenant des briques différentes. Alors, un exemple, la photosynthèse, j'y reviens. La photosynthèse, c'est ce mécanisme absolument donc fabuleux qui, dans ces micro-organismes photosynthétiques, qui récupère l'énergie solaire à l'intérieur d'un système membranaire qui s'appelle le photosystème, et qui catalyse l'oxydation de l'eau, qui récupère les électrons, et ces électrons sont envoyés à travers une chaîne de transfert d'électrons extrêmement complexe qu'il n'est pas nécessaire de comprendre ici, jusqu'à... enfin, ces électrons sont envoyés pour, d'une certaine façon, réduire le CO2 en tout un tas de molécules carbonées de type sucre, amidon et toutes les molécules de la biomasse. Cette chimie-là est extrêmement complexe et nécessite des catalyseurs, des enzymes. Au niveau de l'oxydation de l'eau, depuis peu de temps, on sait que ça se passe au sein d'un système ici, multiprotéique, dans la membrane, très complexe, mais où la chimie se fait au niveau d'un petit caillou de manganèse et de calcium, qui est représenté ici ou là, vous voyez, avec des atomes de manganèse en violet, un atome de calcium en jaune et des atomes d'oxygène et des molécules d'eau. C'est là que se fait la fixation de l'eau et son oxydation à 4 électrons. Processus multiélectronique, donc cinétiquement lent, donc il faut des catalyseurs. De l'autre côté, les électrons, dans certaines conditions, sont utilisés pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène, de sorte que quand tout ça se passe, finalement, le Soleil est utilisé pour faire de la décomposition de l'eau en oxygène et hydrogène. C'est une forme de stockage de cette énergie pour ces organismes. Je ne rentre pas dans le détail pourquoi ils utilisent parfois l'hydrogène comme forme de stockage. Néanmoins, là aussi, il faut de la catalyse. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça se produit au sein d'une enzyme qui s'appelle une hydrogénase, qui utilise du nickel et du fer.
Et donc, lorsqu'on dit photosynthèse artificielle, c'est bien de ça qu'il s'agit. S'inspirer de la photosynthèse pour inventer des dispositifs de ce type-là, très schématiquement représentés, qui est une cellule photoélectrochimique qui comporte une anode où vous avez qui collecte la lumière, donc c'est de type semi-conducteur, qui récupère la lumière, permet l'oxydation de l'eau moyennant qu'il y ait un catalyseur. Les électrons issus de l'eau sont utilisés de l'autre côté sur la cathode pour réduire l'eau en hydrogène, et vous faites de la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène, comme dans la photosynthèse. J'ai superposé ici le schéma à la cellule photoélectrochimique. Voilà. Alors, il me reste 5 minutes à peu près, non? C'est ça? Oui, voilà. Alors, je ne vais pas évoquer les approches qui sont utilisées aujourd'hui de chimie bio-inspirée pour résoudre le problème de l'oxydation de l'eau. Je vais passer directement à l'aspect réduction des protons pour faire de l'hydrogène. Donc je l'ai dit, catalysé par une enzyme à nickel et à fer. Donc je saute ça et je passe sur la seconde parce que ça correspond aux travaux que nous avons développés. Voilà, alors en fait, il y a deux types d'hydrogénase, d'enzymes qui font cette réduction des protons en hydrogène. Et qui nous intéresse parce que, évidemment, la réduction de l'eau en hydrogène est une façon de stocker l'énergie solaire. Intéressante. Lorsqu'on étudie l'oiseau, c'est-à-dire l'enzyme, eh bien, on observe deux types d'hydrogénase, soit à nickel et à fer, soit à fer. Ce sont des systèmes binucléaires, 2 atomes de nickel et de fer. Alors, juste en passant, un petit commentaire, ces sites actifs comportent également, chose tout à fait inattendue, des ligands de type monoxyde de carbone et cyanure. Pendant longtemps, on a pensé que, et on pense toujours d'ailleurs, que le cyanure et le monoxyde de carbone sont des espèces hyper toxiques pour les organismes vivants. Voilà, ces bactéries biosynthétisent du monoxyde de carbone et du cyanure pour le placer dans ce site actif. Et toutes les hydrogénases ont besoin de ces cyanures et de ce monoxyde de carbone, et on ne sait pas encore très bien pourquoi. Nous étudions d'ailleurs l'aspect biosynthèse du monoxyde de carbone et du cyanure. Les chimistes, assez rapidement, une fois qu'on a connu les structures aux rayons X de ces systèmes, ont été capables, vous voyez, ça c'est la puissance de la chimie, de produire des petits complexes qui reproduisent parfaitement. On est là dans le domaine de la chimie biomimétique, nickel, fer, 4 atomes de soufre, comme c'est ce qui est en orange ici, comme dans l'enzyme, un atome de fer avec des monoxydes de carbone et des cyanures comme ligand. Donc on est capable vraiment de reproduire un site actif. Là, c'est la chimie biomimétique. Puis en fait, ça ne marche pas du tout. Voilà, un exemple où le biomimétisme pur et simple ne marche pas. Ces catalyseurs ne font strictement rien. On va un peu plus loin. Nous avons été les premiers à faire un complexe nickel-fer qui marche. Pas très bien, mais qui marche. Et vous voyez, il s'en détache un petit peu. Ici, vous avez un ligand organique qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de cyanure, mais ça marche. Et puis, plus récemment, les chimistes ont pu démontrer, on a contribué à ça, au fait qu'il n'y a qu'un seul atome de nickel qui est nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir du nickel et du fer. Donc on prend du nickel, mais surtout ce qui est important, c'est d'introduire cet atome d'azote exactement comme dans le deuxième type de site actif. Vous avez un atome d'azote qui est absolument essentiel, parce qu'il y a des échanges de protons, et l'azote joue un rôle très important pour les échanges de protons. Et dernière étape, alors ça c'est pour expliquer pourquoi l'azote, etc. Et dernière étape, est-ce qu'on est au jumbo jet? Pas encore, mais c'est le travail qu'on a publié à la fin des années 2000 et début des années 2010. On a travaillé sur ces complexes de nickel qu'on a greffés sur des nanotubes de carbone, et on a des catalyseurs fantastiques. Et vraiment, ces catalyseurs sont des entités qui ont été vraiment construits par une approche de bio-inspiration. C'est ce que je conclus de la dia suivante, si elle veut bien venir. Mais là, elle a tout d'un coup... voilà. Donc voilà, on a produit par cette approche bio-inspirée, et je voudrais citer le travail, mon collaborateur Vincent Artero, qui est un formidable chercheur au CEA, un fantastique chimiste, donc publié dans Science en 2009, et puis plusieurs travaux ont suivi. On a un catalyseur qui est doué pour l'oxydation et la production d'hydrogène. Il est très stable, il est compatible avec les technologies Proton Exchange Membrane, qui est utilisée dans les piles à combustible. Il a une surtension pratiquement nulle.
il est résistant au monoxyde de carbone et il coûte beaucoup moins cher que le platine, qui est aujourd'hui le catalyseur utilisé dans tous ces dispositifs de piles et d'électrolyseurs, et qu'il faut absolument remplacer si un jour on veut aller vraiment à l'économie à hydrogène. Il n'y aura pas d'économie en hydrogène si nos catalyseurs dans ces dispositifs sont à base de métaux nobles comme le platine. Et ça peut être une alternative. Il faut le développer. C'est actuellement développé au CEA. Voilà, juste pour terminer, vraiment une approche bio-inspirée, puisqu'on a utilisé du nickel dans notre complexe, on a introduit l'atome d'azote qui était présent dans l'autre site actif, qui est là, et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais les transferts d'électrons, ça c'est la protéine, sont possibles grâce à une chaîne de transfert d'électrons, ici ce sont des clusters fer-soufre, qui relient le site actif qui est là, à la surface où viennent les accepteurs et les donneurs d'électrons, parce qu'il faut que les électrons circulent, bien évidemment. Et d'une certaine façon, on a introduit les nanotubes de carbone sur lesquels on a greffé ces complexes, qui miment ou s'inspirent de cette chaîne de transfert d'électrons. Et je pense que notre catalyseur est doué, non seulement parce que le catalyseur est bon, mais parce que aussi on a créé cette connexion entre l'électrode et le nickel via cette chaîne de transfert d'électrons bio-inspirée, pas du tout mimétique, parce qu'entre un système de cluster fer-soufre et un nanotube, on est très très différents. Voilà un exemple, c'est vraiment une approche très bio-inspirée qui débouche sur des applications potentielles. Bon, j'espère que je vous ai fait un peu comprendre ce qu'on entend par biomimétisme et bio-inspiré, et je vous remercie pour votre attention, et je crois que j'ai quand même été assez bon sur le temps. Parfait. Le temps est quasiment parfait. On peut peut-être se donner le luxe d'une ou deux questions. Pas beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on garde aussi un certain nombre de questions pour le débat tout à l'heure. Mais s'il y a une ou deux questions très pointues techniques. Enfin, technique, je m'entends. Il n'y a pas de... Personne n'est inspiré. Bon, écoutez, sur ce, on va continuer. En tout cas, oui, merci beaucoup, Marc. C'était très bien. Et j'étais très content de voir des applications de nanotubes de carbone, parce qu'il y a une époque où on se posait la question de cette chimie du carbone qui faisait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que ça allait produire à la fin? D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ça. Alors, c'est à moi maintenant d'intervenir. Est-ce que vous pouvez me... On a fait une répétition tout à l'heure qui était un petit peu difficile parce qu'on a deux types d'ordinateurs, c'est assez classique, vous en conviendrez. C'est-à-dire il y a généralement les PC que beaucoup de scientifiques n'utilisent pas, évidemment, parce qu'ils ont souvent la propension à utiliser des Mac. Alors, je crois que ça va bientôt venir. On a préféré faire le changement de machine plutôt que d'utiliser des présentations qui étaient mises au point sur les tout derniers logiciels disponibles, y compris de Microsoft, disponibles sur les Mac, qui ne sont pas encore complètement disponibles sur le PC qui est ici. Alors, je ne veux pas critiquer la Cité des Sciences. Hein. Je crois que c'est une... Non, c'est bon, ça va venir. Donc, je vais vous faire une présentation qui est une présentation, je vais essayer d'être rapide aussi, qui va essayer de brosser disons un portrait un peu historique. À quand remonte la bioinspiration? Bon, évidemment, Léonard de Vinci est souvent le plus cité. Et on retrouve ses dessins très souvent. Et je crois que l'exemple de l'oiseau, de l'avion, etc., est effectivement l'exemple le plus marquant. Ensuite, passion de dessin à quelque chose qui pourrait ressembler déjà à une réalisation. Et puis, c'est oublier que peut-être, avant, il y a des gens qui n'avaient pas écrit parce qu'on ne savait peut-être pas écrire à l'époque. Et là, j'ai repris un extrait d'une bande dessinée, évidemment, qui est une simple imagination. Il est assez probable que nos ancêtres très lointains ont dû s'inspirer de la nature assez tôt. Moi, je ne peux pas manquer de m'étonner devant l'utilisation des filets. Et quand je compare les filets que l'on utilise pour la pêche ou la prise des animaux avec la toile d'araignée, je suppose qu'à un moment donné, il y a eu une certaine analogie qui a été faite, évidemment, il y a très longtemps.
Et je pense que si on réfléchissait un tout petit peu, on pourrait émettre pas mal d'hypothèses sur des inventions très anciennes qui se sont inspirées de la nature en général et du vivant en particulier. Alors, le constat, je vais pas revenir dessus, juste pour faire une remarque. C'est vrai que ça fait 4 milliards d'années que la vie est sur la Terre, mais ça fait 4 milliards d'années qu'elle survit. Et les solutions que nous avons, que la vie a trouvées pour un certain nombre de dispositifs qui nous émerveillent. Vous savez qu'il y a eu des débats à en plus finir entre créationnistes et évolutionnistes à propos, par exemple, de la perfection, entre guillemets, du système visuel. Sachant que des systèmes visuels, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le nôtre. Il y a les systèmes visuels des oiseaux, les systèmes visuels des insectes, etc. Donc, en tout cas, il y a eu beaucoup de débats. Ça veut dire que forcément, pour résoudre un problème, je mets résoudre entre guillemets, il y a plusieurs solutions possibles. Et ces solutions, il y en a quelques-unes qui ont émergé, il y en a peut-être d'autres. Donc c'est quand même le résultat de 4 milliards d'années d'évolution et d'un système qui a fonctionné à coup d'essais et d'erreurs. Très, très nettement. Et si la vie est encore là aujourd'hui, c'est que face à un certain nombre de grands problèmes qui se sont produits au cours de l'histoire de la Terre, eh bien, elle avait les possibilités de rebondir en quelque sorte, parce qu'avant, elle avait déjà préparé sans le savoir, il n'y a aucune volonté bien sûr derrière, mais l'une des choses les plus importantes qu'il faut retenir quand on parle d'évolution, c'est que lorsque vous reproduisez un être vivant, qui est une des caractéristiques des êtres vivants, vous reproduisez des êtres vivants qui ne sont pas à l'identique. Ils se ressemblent, le phénomène héréditaire, c'est un phénomène de reproduction avec quelque chose qui est semblable, qui est très proche, mais avec des différences. Et c'est ces différences, tout réside dans ces différences. C'est-à-dire dans la multitude des descendants de plusieurs lignées très différentes, vous avez à un moment donné des êtres vivants qui sont plus ou moins adaptés à un environnement donné, mais vous en avez d'autres qui ne sont pas forcément dans l'environnement donné à un moment précis, mais qui survivent. Et un jour, vous avez une grosse catastrophe, eh bien, il y a peut-être le epsilon d'êtres vivants qui sont là. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe, c'est que si la vie est toujours là, c'est qu'il y a toujours eu l'epsilon des êtres vivants, qui a permis de rebondir et de faire que la vie ne s'éteigne pas sur cette planète. Donc le phénomène très important, c'est celui de variation pour répondre à un environnement extrêmement aléatoire. Il y a des adaptations lorsqu'il y a des phénomènes réguliers. Vous savez qu'il y a des adaptations, phénomènes saisonniers sous nos latitudes. Le fait que les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, c'est tout simplement une économie d'énergie pour les arbres qui vont utiliser leur énergie pour avoir un métabolisme le plus important pendant la période estivale. Donc cette variation, qui est une variation très entretenue et très longue, eh bien, les êtres vivants s'y sont adaptés, ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est le phénomène catastrophique. Vous avez une météorite qui arrive sur la Terre, et les dinosaures, les dinosaures, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les dinosaures, ils ne sont pas devenus n'importe quoi, parce qu'une grande partie d'entre eux ont constitué les oiseaux modernes d'aujourd'hui. Donc, si on regarde le schéma darwinien, c'est un schéma extrêmement simple, en fait. Vous avez deux catégories de processus. Une catégorie de processus qui est la reproduction et la diversification. C'est ce qui fabrique, c'est le processus d'hérédité. C'est très bien décrit dans le livre de Darwin. Et puis après, vous avez cette fameuse sélection naturelle dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, très intéressant, parce qu'il y a, évidemment, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais il y a des présupposés idéologiques derrière. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé essentiellement sur la sélection et non pas sur ce qui engendre la variabilité, c'est-à-dire cette grande diversité d'êtres vivants qui vont être soumis à la sélection, et certains d'entre eux vont survivre à des événements majeurs, des phénomènes, des évolutions de leur environnement qui va leur permettre de survivre. Si bien que tout ça, puisqu'on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui, la biodiversité, c'est le résultat de tout ça. Vous avez à un moment donné, à l'instant T, vous avez une certaine biodiversité. Une fois que vous avez passé les deux filtres, enfin l'un qui amplifie et l'autre qui diminue, vous avez soit une augmentation, soit une diminution, selon le rapport entre la pression de sélection et puis d'autre part la possibilité de diversification. Donc voilà en gros le schéma darwinien résumé extrêmement simplement, mais avec encore une fois cette chose importante, c'est qu'aujourd'hui il faut absolument qu'on accorde une importance particulière à tout ce qui diversifie les mécanismes de diversification. Et c'est encore quelque chose qui n'est pas facile. D'abord, ce n'est pas facile, parce qu'on fait appel à des processus biologiques qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est probablement l'un des points importants de la recherche biologique en termes évolutionnistes des prochaines années.
Donc je reviens sur la bioinspiration. J'ai repris un schéma de Léonard de Vinci. C'est tiré d'un livre que j'avais acheté dans une exposition que je vous conseille beaucoup, ceux qui ne sont pas très loin de la Suisse, d'aller faire un tour à Martigny, à la Fondation Pierre Gianada. Il y a toute une partie de cette fondation, qui est un musée de peinture, etc., mais toute une partie dans laquelle vous avez des maquettes qui sont des reproductions, enfin qui sont des instanciations, si on peut dire, mécaniques des inventions de Léonard de Vinci. Alors quand j'ai dit cette idée n'est pas nouvelle, tout simplement parce que, très probablement, anciennement, les hommes, il y a longtemps, commençaient à s'inspirer de la nature. Alors, les quelques jalons historiques. Alors, encore une fois, c'est une histoire récente. Norbert Wiener, en 1947, va publier un livre qui va s'appeler Cybernétique. Cybernétique, ça va être l'idée principale, c'est s'inspirer des contrôles physiologiques pour faire du contrôle industriel. C'est ça l'idée. Deuxième point, l'invention de bionique, qui est un peu dans la continuité, mais là, c'est plus une liaison entre biologie et électronique. Wiener, c'est surtout sur le plan du principe des processus, alors que Steele va parler de bionique en termes de relation avec l'électronique. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on parlait un peu de cerveau électronique. Et puis vous avez la théorie des systèmes de Bertalanffy et tout ce qui va, dans les années 80, être développé à propos de l'intelligence artificielle et de la robotique dont Philippe Coiffet va nous parler tout à l'heure. Donc ça c'est en gros, si vous voulez, l'histoire à l'échelle du demi-siècle en quelque sorte, ou de un peu plus du demi-siècle. Année 2000, il va se passer quelque chose d'important. C'est à peu près à ce moment-là que la biospiration va émerger. Le mot, hein, la fonction elle-même existe déjà, mais le mot on l'invente après. Donc c'est les informaticiens qui, les premiers, vont parler de bioinspiration. Et puis petit à petit, vous avez différentes catégories d'activités qui vont devenir des activités avec une partie bioinspirée. Si je regarde pour essayer d'avancer un tout petit peu dans la compréhension du phénomène de l'appropriation d'un mot. Parce que quand un mot apparaît, ça veut dire qu'il y a un concept derrière qui n'est pas forcément au départ bien énoncé, bien je dirais, écrit en quelque sorte. Il traîne et on peut voir son succès si dans la littérature scientifique, la littérature en général, mais la littérature scientifique, on le voit décoller. Alors, j'ai comparé évidemment des mots qui sont pas très loin. J'ai comparé l'occurrence des mots dans la base de données du groupe Nature avec biodiversité, bioinformatique, bioinspiré, bionix. Alors, j'aurais pu en faire plus. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et on s'aperçoit, le grand succès, c'est la bioinformatique, ça c'est clair. Bioinformatique, vous voyez, une croissance exponentielle. Bon, biodiversité dont on parle beaucoup, c'est raisonnable, c'est une belle croissance, mais c'est raisonnable. Et puis on voit en bas que Bionic a du mal. Bionic est très ancien, c'est avant 80. Donc Bionic a du mal à décoller, c'est toujours un espèce de bruit de fond. Mais si on grossit un tout petit peu ce qui se passe ces dernières années, donc c'est le bout de la courbe vers les années 2000, on voit que biomimétisme et bioinspiré décollent assez nettement, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais on peut espérer, on peut penser plutôt que ce sont des concepts qui vont émerger très rapidement. Quelques exemples. Cybernétique, alors là j'ai repris un schéma qui vient du livre de Norbert Wiener. Donc c'est tout simplement le contrôle de la température chez les homéothermes. Et ça a été utilisé pour faire des régulateurs thermiques. Vous avez les exemples... je dirais de systémique, alors là on est plus proche de von Bertalanffy avec les fameux modèles à compartiments, très utilisés en physiologie et en biologie médicale, et très utilisés ailleurs, hein, puisque même les gens qui font du climat global utilisent ce type de représentation pour les cycles biogéochimiques. Vous avez l'informatique bioinspirée, et là l'informatique a été très inspirée parce qu'ils se sont notamment approprier des concepts de la biologie évolutive. On a par exemple des algorithmes génétiques ou des algorithmes évolutionnistes qui sont très utilisés pour tous les problèmes, enfin beaucoup de problèmes d'optimisation quand on a d'optimiser des fonctions assez compliquées et dont qu'on ne sait pas optimiser par des méthodes, je dirais, analytiques ou des méthodes numériques plus traditionnelles. Et ce sont des algorithmes qui marchent très bien. Il y a les matériaux.
Bon, là, Marc Fontcave en a parlé, et puis Hervé Ribard va en parler après moi. Donc, je n'insiste pas là-dessus. J'ai pris quelques exemples. Un qui m'avait beaucoup amusé, c'est la fleur de lotus. J'ai vu qu'il y a ici un DVD sur la fleur de lotus. La chimie bio-inspirée. Alors là, j'ai pris quelque chose qui relève de la chimie qui est utilisée dans le domaine biomédical. C'est les travaux de Pierre Potier et de ses équipes qui, essayant de reproduire le Taxol, ont pu vérifier à un moment donné qu'il y avait une molécule beaucoup plus active que le Taxol, qui est le Taxotere, sur un certain nombre de pathologies cancéreuses. Et ça a permis un grand développement, et notamment au CNRS, d'avoir des retours financiers non négligeables pendant un temps non négligeable non plus. On espère qu'un jour, quelqu'un d'autre va faire un progrès un peu plus achevé qui nous permettra de gagner à nouveau de l'argent. Enfin, nous permettra, je suis désolé, je suis à la retraite, mais pour moi, le CNRS reste quand même une maison d'attachement particulière. Donc, Marc Fontcave a parlé de l'énergie avec la production d'hydrogène via le processus photosynthétique. Et moi, j'avais retenu, pour pas empiéter sur son domaine, j'avais repris l'exemple de Daniel Nocera qui nous avait présenté là, il y a quelques mois, avec des systèmes catalytiques, qui sont des systèmes catalytiques chimiques classiques, qui font, avec sa feuille artificielle, qui fabriquent quasiment de l'électrolyse dans un bain comme ça. D'un côté, vous avez l'hydrogène qui sort, et de l'autre côté, vous avez l'oxygène. Et il n'y a pas d'électricité, c'est la lumière qui produit cette électrolyse in situ. Pour ce qui est de la chimie des substances biologiquement actives, dont les médicaments, il nous est arrivé, c'était un point qui était assez important qu'on a développé ces dernières années, notamment dans le cadre des recherches en Amazonie. On a essayé de sortir des logiques, je dirais, assez traditionnelles de recherche des médicaments, comme ça, qui sont l'ethnopharmacologie, c'est-à-dire qu'on analyse des savoirs traditionnels, de la recherche systématique, c'est-à-dire du screening, évidemment avec une explosion combinatoire considérable, et puis de chercher des analogues structuraux. Donc on essaye maintenant de réfléchir sur les processus biologiques et écologiques et de trouver s'il y en a les médiateurs chimiques qui sont responsables de ces processus. Donc c'est une évolution dans la méthode de pensée et d'essayer progressivement de faire de la chimie biosynthétique ou éco-guidée, parce que peut-être que l'écologie peut nous apprendre aussi un certain nombre de choses. Mécanique bioinspirée, donc les engins. Alors les engins, il y a les ailes fixes, mais il y a maintenant des engins à ailes battantes, notamment des petits drones à ailes battantes. Vous avez quelque chose qui nous a beaucoup étonné, toute l'équipe qui était avec moi en Amazonie, c'est l'extraordinaire résistance des arbres. Vous imaginez, là j'ai présenté deux choses. Donc vous avez ici... Vous avez un arbre dans la forêt, c'est une structure verticale qui peut monter jusqu'à plus de 50 mètres, avec au sommet ce qu'on appelle un houppier, c'est-à-dire des branches, des feuilles. Et nous, quand on est obligé de faire quelque chose pour observer la canopée qui ressemblait, d'abord tout ça c'est en métal, c'est en acier, et puis d'autre part on était obligé d'aubaner terriblement pour que ça tienne debout. L'arbre, il n'y a pas d'auban. Donc il y a une mécanique très particulière de la structure verticale qu'on étudie pour essayer éventuellement la copier pour faire des structures verticales sans aubanage. Mais aujourd'hui, c'est une idée qui est développée aujourd'hui à Montpellier, dans le laboratoire de mécanique de Montpellier. Je ne sais pas exactement où c'en est, mais je pense qu'on a pas mal avancé. On a compris un peu pourquoi l'arbre, ça tenait debout. Il y a aussi s'inspirer de l'écologie en général. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Comment ça fonctionne? Sachant que les représentations classiques, j'ai eu l'occasion d'en parler à d'autres occasions, il va falloir les revoir sérieusement. Un écosystème, c'est pas quelque chose, c'est pas une machine, c'est quelque chose qui est extrêmement souple en fait. Extrêmement souple, où il y a quelque chose d'important qui joue, c'est l'aléatoire. Un écosystème comme la forêt amazonienne ne peut fonctionner, on en est persuadé maintenant, que parce qu'elle fonctionne sur la base de processus aléatoires importants. Et tout simplement, ce n'est pas un système qui est auto-organisé. Comme un jour, j'avais un collègue qui me disait « Mais regarde, cette forêt, elle est auto-organisée ». Je dis « Non, je ne vois pas d'auto-organisation ». Et en fait, on a des arguments très forts pour dire qu'elle est auto-désorganisée. Et peut-être que c'est une idée pour avoir des systèmes qui sont très résilients. On peut montrer que c'est très résilient, ce type de système. Ces espèces de tissus qui sont très souples, si vous voulez vous imaginer ça. Et on peut montrer assez facilement que ça peut durer sur le long terme parce que c'est aléatoire. Donc c'est pour ça que je parle de l'aléatoire utile. C'est peut-être aussi une autre idée, c'est de développer tout ce qui concerne
l'utilisation de l'aléatoire, que les informaticiens d'ailleurs ont déjà utilisé à travers leurs algorithmes génétiques et algorithmes évolutionnistes. Ça peut être très utile notamment dans ce à quoi on pense beaucoup aujourd'hui, c'est le développement d'une véritable agroécologie qui sera obligée de rompre par rapport à l'actuelle exploitation agricole évoluera. Donc ça, c'est la question qu'on se pose quelques-uns d'entre nous. Sur le hasard est-il un processus qui est au cœur du vivant? On en est sûr. Il y a des processus biologiques qui fabriquent de la variabilité, donc du hasard entre guillemets. Ce hasard qui reste évanescent dans beaucoup de littérature. Eh bien là, on essaye de comprendre d'où il vient. D'ailleurs, je vais poser une question à l'Assemblée qui est là, mais il y en a certains qui connaissent déjà la réponse, hélas. Quand on fait du calcul des probabilités, j'enseignais assez longtemps du calcul des probabilités, et j'utilisais comme exemple le pile ou face ou le jeu de dés. Donc pile ou face pour un demi-demi et le jeu de dés pour un sixième, etc. Et puis, sauf que ça, ce sont des dispositifs totalement mécaniques. C'est-à-dire que vous avez des dispositifs totalement mécaniques qui engendrent des résultats qui sont imprédictibles, en fait. Alors, on sait qu'il y a le chaos déterministe depuis quelque temps, mais là, c'est un peu différent. Et je pose souvent la question, quand je parle de ce hasard qui est produit notamment par la biologie, mais aussi par la mécanique, à quand remonte la première modélisation du pile ou face? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Bon, ceux qui connaissent, évidemment, ne vont pas le dire. La plupart du temps, les gens me disent bon, ça doit dater du 18e, 19e. Pardon ? 2008. 2008, un article dans Physics Letters, dans lequel vous avez la première modélisation et l'explication de pourquoi le pile ou face engendre, enfin la manipulation du pile ou face, le dispositif qu'on a, engendre des résultats imprédictibles. Bon, je n'insiste pas là-dessus, ça prouve qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement sur l'origine de tout ce qui est imprédictible, sur l'erratique, etc. Ce qu'on met sous l'espèce de nuage hasard, essayer de le disséquer un peu. Mais ça, c'était juste pour me faire plaisir que j'ai fait ça. Excusez-moi de ce petit plaisir personnel. Et puis enfin, il y a les analogies qui sont quelquefois critiquables. J'avoue que quand j'entends des gens me parler d'écosystème d'entreprise, je me dis, si vraiment ils savaient ce que c'est qu'un écosystème, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dans la tête. Alors, un écosystème fabriqué, oui, bien sûr, mais un écosystème comme la forêt amazonienne, ça n'a rien à voir. Si on faisait un écosystème d'entreprise comme la forêt amazonienne, à mon avis, on aurait quelques problèmes. Il faudra attendre quelques millions d'années avant que ça marche. Mais alors, quand on me parle de l'ADN d'une entreprise, alors là, j'avoue que je ne comprends plus. Qu'est-ce que c'est que l'ADN dans l'entreprise? Alors là, j'avoue que c'est quelque chose. Alors, je comprends l'image, en quelque sorte, mais je me dis qu'il y a quand même une analogie qui est assez forte et assez rapide. Bon, pour finir, je dirais que bioinspiration, c'est un intérêt d'avoir un mot on peut catégoriser. Autour de ce mot, on peut faire un certain nombre de déclinaisons qui sont source très probablement d'idées nouvelles, générale mais beaucoup plus pratique, et de promouvoir cette idée me paraît très important dans un contexte d'innovation technologique ou autre, parce que les modes de gestion, somme toute, ça peut être aussi un mode d'inspiration. Ce n'est pas que de la technologie qui va se traduire par une machine ou par un procédé, ça peut être aussi des systèmes de gestion. Alors, à titre personnel, je pense que l'un des grands avantages d'étudier la biodiversité est justement de pouvoir s'inspirer. Bon, je crois qu'il faut recentrer un peu les débats concernant la biodiversité. Sinon, malheureusement, on risque d'aller vers une désillusion de plus en plus grande de nos compatriotes si on continue à avoir un discours un peu idéologique sur cette question-là. Mais ça, c'est aussi une opinion personnelle. Quelques livres que j'ai pris sur le web. Alors, je conseille éventuellement, certains d'entre vous, si l'expérience amazonienne vous tente, ne résistez pas au plaisir d'acheter ce très joli livre qui s'appelle Amazonie, une aventure scientifique et humaine du CNRS, qui raconte 10 ans d'une aventure effectivement vécue en Amazonie par des chercheurs et des personnels très généralement du CNRS. C'est quand même une aventure qui est assez sympathique, je crois. On est deux dans la salle à l'avoir vécue. Et ça, c'était quand même quelque chose de très bien. Merci pour votre attention. Et je vais passer la parole. Pardon, excusez-moi. Et je vais passer la parole à Hervé Haribar maintenant. À moins qu'il y ait une question précise. Bon, c'est parfait. Comme ça nous permet d'avancer. Juste pour illustrer ton propos sur
l'usage que font les informaticiens du biomimétisme, quelque part. Comme tu l'as dit, beaucoup de problèmes d'optimisation sont de nature combinatoire et sont des algorithmes d'une grande complexité. Et une manière de les approcher, c'est de faire dans une approximation bio-inspirée. Tu as cité les algorithmes génétiques en particulier, et c'est tout à fait vrai. Je voulais citer simplement un exemple qui est fameux. Alors en général, avec les algorithmes génétiques, on fait dans l'heuristique, c'est-à-dire une forme d'approche, on n'est pas vraiment sûr d'être à l'optimum. Peut-être qu'on y est, mais le prouver qu'on est à l'optimum, ça prenait autant de temps que de le trouver, donc on ne le fait pas. Sauf dans un cas qui marche bien, c'est de regarder comment les fourmis trouvent naturellement un chemin de A vers B, d'un point A vers un point B, qui est naturellement le plus court chemin pouvant exister à tout moment. Et ça, c'est tout à fait remarquable et assez magique, je voudrais dire. Et l'algorithme va beaucoup plus vite que l'algorithme fameux connu en mathématiques, qui est l'algorithme de Dijkstra. Assez bien. Merci Gérard. Donc c'est effectivement, même pour les fourmis, on peut appliquer de la bio-inspirée, des technologies ou des idées bio-inspirées à la biologie elle-même, ce qui est quand même pas inintéressant. C'est Gérard. Donc Hervé Ribard, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Je voudrais, à travers quelques exemples, vous montrer en quoi la démarche biomimétique est devenue une composante, une certaine composante de la science des matériaux. Et en d'autres termes, pourquoi il est intéressant d'étudier et de comprendre les matériaux naturels et comment on peut mettre à profit les ressources de la chimie, de la physique, pour s'en inspirer. Donc, la première question, évidemment, revient à se demander qu'est-ce qui caractérise les matériaux du vivant. Et il me semble qu'il y a 3 grands domaines qui les caractérisent. Le premier, c'est celui de l'autonomie. On aimerait pouvoir, dans l'industrie en particulier, compter sur des matériaux qui se fabriquent tout seuls. Ça économiserait du temps et de l'énergie. Et également sur des matériaux qui s'autodiagnostiquent et qui s'auto-réparent. Ce sont des caractéristiques très particulières des matériaux du vivant. La deuxième caractéristique, c'est la diversité des solutions. Je donnerai un exemple qui est celui des couleurs. Et la troisième caractéristique, c'est l'optimisation des structures avec les matériaux composites, les multi-échelles et les multifonctionnels. On peut considérer que la diversité est le résultat du hasard et que l'optimisation est le résultat de la nécessité. En ce qui concerne les couleurs, il y a plusieurs façons de faire des couleurs dans le monde naturel. Il y a des façons chimiques. C'est le cas de ces molécules, le carotène, la chlorophylle, qui donnent aux végétaux leurs couleurs très particulières. Mais il y a également moyen de faire des couleurs dites physiques. C'est le cas en général des ailes de papillons. En effet, si on s'intéresse à la couleur d'un papillon, on peut constater que quand il est dans l'air, il n'a pas les mêmes couleurs que quand il est dans un liquide d'indice, et que sa couleur va varier en fonction de l'indice du milieu qui l'entoure, ce qui est représenté sur cette figure. Et ceci est dû au fait que les couleurs du papillon sont en fait, ont comme origine un phénomène interférentiel, les structures des ailes des papillons étant réalisées à plusieurs échelles différentes qui vont du micron jusqu'à la centaine de nanomètres, la centaine de nanomètres étant la longueur d'onde de la lumière. Et donc il est tout à fait naturel que des motifs périodiques se répétant à cette échelle-là donnent naissance à des couleurs. En ce qui concerne l'optimisation des structures, c'est certainement dans le domaine mécanique que l'on trouve les meilleurs exemples et que l'on trouve des leçons à méditer et dont on peut s'inspirer. Un premier exemple est celui de la coquille d'ormeau. L'ormeau est un coquillage très difficile à briser et il est constitué d'un matériau pourtant assez ordinaire qui est le carbonate de calcium sous sa forme aragonite ici. Il y a 2 formes de carbonate de calcium qui sont l'aragonite et la calcite. Ici, c'est l'aragonite qui nous intéresse. Et le coquillage est organisé en juxtaposant et en superposant des plaquettes minérales de cette aragonite qui sont séparées par une fine couche de colle. Cette colle étant en grande partie composée des protéines en fait, qui elles-mêmes ont donné lieu au processus de biominéralisation conduisant à l'aragonite. Et on peut mesurer la résistance mécanique en flexion de cette coquille d'ormeau, la comparer avec un cristal d'aragonite, et on constate évidemment que la coquille d'ormeau a des propriétés mécaniques bien supérieures. Ceci étant dû et étant un phénomène classique dans les composites de relaxation et de dissipation aux interfaces entre la matière organique et la matière minérale. On trouve également dans la nature beaucoup de matériaux qui sont des composites ou des hybrides.
c'est-à-dire des débris de sens minéral organique. Un très bon exemple est nos eaux, dans lesquelles la partie minérale est d'une certaine façon responsable de la rigidité et la partie organique responsable de la souplesse. Une autre notion très importante en ce qui concerne les propriétés mécaniques des matériaux naturels est celle de multi-échelle. Le meilleur exemple étant certainement l'arbre. L'arbre est organisé sur 10 échelles, sur 10 ordres de grandeur, allant de la molécule individuelle, qui sont des macromolécules de cellulose dans une matrice d'hémicellulose, jusqu'à l'échelle de l'arbre. Et à partir de ces microfibrilles, de ce polymère naturel qu'est la cellulose, on arrive par des organisations géométriques qui manifestent une grande forme de diversité d'une espèce à l'autre, jusqu'à l'échelle de l'arbre. Et à l'échelle de l'arbre, on peut aussi bien arriver sur un comportement du type roseau que sur un comportement du type chêne, en fonction de l'optimisation de l'évolution qui va dépendre des conditions évidemment d'exposition de ces végétaux. On trouve des matériaux composites, on trouve des matériaux multi-échelles, on trouve des matériaux composites multi-échelles. Cet exemple étant celle d'un grand coquillage qui peut atteindre 80 cm de dimension et qui est probablement le matériau naturel le plus difficile à casser. Et on en trouve l'explication quand on observe au microscope électronique la structure de ce matériau qui est fait de lamelles. Mais ces lamelles existant à l'échelle de 500 microns, à l'échelle de 50 microns, à l'échelle de 5 microns et à l'échelle de 500 nanomètres. Et il faut donc se mettre à la place d'une fissure qui essaie de se propager à travers ce matériau et qui aura à contourner dans un premier temps les petites structures à petite échelle pour se frayer un chemin entre ces plaquettes et puis à refaire le travail aux échelles intermédiaires jusqu'à l'échelle macroscopique. Le résultat de cela a été de comprendre, une fois qu'on a compris dans la structure quelles sont les explications de ce phénomène, et bien de trouver la façon de s'en inspirer en mettant en jeu la science des matériaux dans un premier temps traditionnel. Si bien qu'on peut considérer que la démarche biomimétique en science des matériaux, elle consiste en 3 temps. Le premier temps étant de repérer un comportement remarquable, par exemple la résistance mécanique à la rupture de la coquille que je présentais tout à l'heure. Ensuite, de comprendre l'explication, et l'explication, la plupart du temps, se trouve être dans la relation entre le comportement et la structure. Et dans un troisième temps, d'imiter cette structure en utilisant les recettes de la chimie, qui sont, dans un premier temps, les recettes classiques de la chimie des matériaux. Tout ça pour élaborer des matériaux que l'on veut durables, de façon rapide, et c'est là probablement où on peut trouver le plus à redire aux matériaux naturels, sur le plan de la vitesse d'élaboration qui n'est pas suffisante, et à des coûts acceptables. Je vais montrer quelques exemples plus ou moins aboutis de cette démarche. Le premier revenant sur le problème de la couleur. On sait aujourd'hui, en travaillant à l'échelle nanométrique, et cette échelle nanométrique est indispensable parce que, encore une fois, on veut pouvoir travailler à l'échelle de la longueur d'onde, et la longueur d'onde de la lumière, c'est quelques centaines de nanomètres. Eh bien, on sait maintenant, de façon très diversifiée, avec un grand nombre de briques de base différentes, organiser des particules colloïdales, par exemple ici des particules de sphères de latex revêtues de sulfure de zinc, qui ont les bons indices optiques, qui ont les bons diamètres et qui ont la bonne structure, qui permettent de reproduire des couleurs qui pourraient tout aussi bien être celles d'ailes de papillons. Le deuxième exemple est dans un tout autre domaine, c'est celui des surfaces super hydrophobes, dont on peut faire par exemple des pare-brises anti-pluie, et qui s'inspirent de la feuille de nénuphar ou de la feuille de lotus, puisque le même phénomène se trouve représenté pour les deux types de végétaux, ainsi que pour un grand nombre d'autres végétaux, comme la tulipe, la rose ou la symphorine par exemple. Si l'on pose une goutte d'eau sur la feuille de ces végétaux, on peut mesurer des angles de contact de l'eau de 160, 140 degrés, qui sont des valeurs tout à fait extraordinaires, parce qu'en principe, la thermodynamique et la chimie nous disent qu'aucune surface ne peut donner lieu à un angle de contact supérieur à 120 degrés quand elle est mise en présence d'une goutte d'eau. Pourtant, on observe chez les nénuphars, et la raison en est être dans leur structure, dans la structure de ces feuilles, des reliefs qui sont encore une fois à l'échelle de la centaine de nanomètres et qui permettent de comprendre pourquoi l'eau
va pouvoir en quelque sorte léviter ou presque léviter sur cette structure. L'explication en est que l'eau ne vient en fait visiter que la surface supérieure de ces motifs et ne voit pas la partie inférieure du relief. Donc une fois que ce phénomène a été compris, il a été relativement facile de le reproduire en utilisant les nanotechnologies et on a pu obtenir par exemple des surfaces, je ne trouve plus là. Des surfaces extrêmement hydrophobes, telles qu'une goutte d'eau venant percuter cette surface, en fait, rebondit dessus plutôt que la mouiller. La nature multi-échelle des composites naturels est également une grande source d'inspiration. Et on était il y a une dizaine d'années environ dans une période historique qu'on peut qualifier de préhistoire des composites, puisque on se contentait, entre guillemets, de renforcer des matières plastiques par des fibres soit de verre, soit de carbone, toutes d'un diamètre d'une dizaine de microns environ. On a compris, avec l'exemple de l'arbre, avec l'exemple de l'os, que toutes les dimensions, toutes les échelles sont bonnes à prendre en ce qui concerne les propriétés mécaniques. Et il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui tendent dans cette direction et qui, par exemple, peuvent utiliser des nano-argiles du type de celle qui est représentée ici, pour renforcer, mais à des échelles différentes par rapport aux échelles traditionnelles des fibres. Les composites laminés également sont une bonne source d'inspiration. Et on a ici un exemple qui est celui de blindage léger, aluminium-titane, utilisés dans le blindage et qui sont beaucoup plus performants que des composites, que des matériaux non composites de densité beaucoup plus importante. Et puisque j'avais commencé par l'autonomie, et en particulier le caractère autodiagnostiquant et autoréparant des matériaux naturels, eh bien, on a ici l'exemple du béton. C'est un travail récent dans lequel il a été possible de mélanger avec du béton traditionnel des ingrédients supplémentaires, en particulier des bactéries qui produisent du calcaire en présence d'humidité, de sorte que quand des fissures commencent à se dessiner dans ce béton, eh bien, l'humidité qui va s'infiltrer dans ces fissures va réactiver les bactéries qui vont produire du calcaire et qui vont renforcer le matériau. Donc en conclusion, on peut considérer que la nature, c'est à la fois une source d'inspiration, mais pour le chimiste, c'est également un modèle à challenger. Et que le chimiste peut faire cela en empruntant des structures et des concepts aux matériaux naturels, et soit en les reproduisant à l'aide de ses propres recettes, de la chimie traditionnelle, soit, et c'est une démarche plus élaborée, en utilisant en partie des briques de base ou des recettes qui sont eux-mêmes empruntées au monde du vivant, ou enfin en utilisant son propre livre de recettes, le livre de recettes de la nature qui est le génome. Il est extrêmement intéressant de noter que des scientifiques à l'heure actuelle travaillent sur des organismes génétiquement modifiés qui peuvent élaborer des matériaux. Il a ainsi été possible de produire des fils d'araignée qui sont des matériaux extrêmement solides, des fibres naturelles bien supérieures aux fibres artificielles qu'on sait produire, en modifiant génétiquement des chèvres de façon à ce que leur lait produise une protéine qui ressemble beaucoup à celle des fils d'araignée, et en fibrant le lait, on obtient ainsi des fibres extrêmement résistantes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci bien. Alors, même question, est-ce que quelqu'un... Oui, Pierre, si tu veux. C'est pour les chèvres, non? Oui, mais merci. Vous avez mentionné les bétons capables de s'auto-réparer. On signale souvent l'existence d'emballages qui, déchirés, pourraient également s'auto-réparer. Est-ce que c'est une fiction ou est-ce qu'on saurait faire? Ou est-ce que ça existe? Il y a effectivement des matériaux composites, des polymères à la base, autoréparants, dont le principe est légèrement différent puisqu'ils ne mettent pas en œuvre de bactéries ou d'espèces issues du monde vivant, mais des petites capsules, des microcapsules dans lesquelles sont stockés des catalyseurs qui vont être capables de réparer les liaisons chimiques qui ont été brisées lors de la dégradation du matériau.
Ça existe ou c'est du laboratoire? C'est, à ma connaissance, c'est encore du laboratoire. Merci. Enfin, quand même, je suis impressionné. Je ne savais pas que les chèvres avaient été génétiquement modifiées pour faire ce genre de travail. C'est quand même assez intéressant. Moi, j'avais des collègues à Lyon qui essayaient de le faire en utilisant le ver à soie, qui file. Oui, qui file. Mais le fil d'araignée est supérieur au ver à soie. Simplement, les araignées ne sont pas élevables. Oui, c'est très difficile à élever, oui. Et certaines d'entre elles sont quand même un peu dangereuses. Donc, une autre question, où est-ce qu'on passe à la robotique? Nos collègues qui essayent de fabriquer des hommes artificiels. Bon, c'est peut-être un peu fort ce que je dis. Donc avec des aspects qui vont de la mécanique jusqu'à, parce que c'est pas négligeable je crois, jusqu'à évidemment tout ce qui est comportement, intelligence en quelque sorte. Je reste un petit peu ici. Je te relance. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, on va passer du fil d'araignée à l'araignée. Et donc, si on dépasse la notion de composants, on arrive à des systèmes qui sont bien plus complexes et dont la bio-inspiration peut être regardée de nombreux points de vue. Je vois qu'on n'arrive pas à démarrer. Alors, je vais faire le sujet qui s'intitule Bio-inspiration et robotique est un sujet immense et pour le traiter en 20 minutes, je vais d'abord faire 3 restrictions tout à fait considérables. La première, c'est qu'on peut regarder le problème de 3 manières. L'une, c'est l'imitation de systèmes vivants, enfin d'êtres vivants, en utilisant des matériaux non vivants. C'est la robotique traditionnelle, et c'est sur ce point-là que je vais principalement me situer. Le deuxième, c'est de considérer la bio-inspiration dans la transformation elle-même de l'être vivant. J'en parlerai en fin de mon exposé. Et la troisième approche, c'est d'utiliser des matériaux vivants pour fabriquer des êtres vivants ou non, nés des robots. Ça, c'est la première contraction du sujet. La seconde contraction du sujet, ça va consister à sauter allègrement de l'Antiquité à 1945 et donc de passer sur tous les sujets extrêmement intéressants et historiques de concept de robots et la façon dont les robots ont eu leur image dans l'esprit humain et sont ensuite apparus scientifiquement. Et la troisième restriction, c'est que je vais m'intéresser, tout en la résumant, juste au problème du robot humanoïde, c'est-à-dire celui qui est censé imiter l'être humain. Toute une partie de la robotique tout aussi importante s'intéresse à l'imitation du comportement des animaux, et c'est Frédéric Boyer qui, après moi, vous la présentera. Et une autre partie ne s'inspire pas de la structure et du comportement des êtres humains pour arriver à faire des tâches utiles. Donc, sur quoi j'appuie là pour passer à la diapo suivante? C'est quoi? C'est celui-là? Donc j'en arrive de suite à l'apparition de la robotique qu'on appelle scientifique ou industrielle, qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1945. Et une idée qui n'est pas de bio-inspiration, mais qui est très importante pour avoir une vue à peu près saine, au moins de quelques éléments de la robotique, c'est que les robots ont été inventés
pour satisfaire des besoins, et essentiellement des besoins industriels. Il ne s'agit pas de gens qui ont réfléchi dans un coin en disant qu'ils voulaient faire un homme artificiel et qui ont fait progresser sur le plan théorique l'idée de fabriquer des robots. Et ces deux besoins principaux ont été celles de la manipulation de produits dangereux et celle de la manipulation de pièces industrielles. Donc on voit bien que dans le terme manipulation, vous y reconnaissez la main et le bras à l'image du corps humain. Une première façon de faire est ce qu'on appelle les systèmes de téléopération, où vous voyez ici M. Goertz en 1947 devant son système de téléopération qu'il a développé pour le nucléaire, et où vous voyez qu'avec son bras humain, il manipule une structure qui elle-même a des articulations semblables au bras humain et qui commande à distance une autre structure identique à la première. Donc on voit clairement l'inspiration morphologique de ces bras de télémanipulation, l'inspiration bio-inspiration dans la forme de ces bras de manipulation qui ont ensuite été utilisés. La diapo est vieille parce qu'elle date de 1950 dans les premiers systèmes qui traitaient des produits chimiques radioactifs pour différentes applications. Une autre très vieille réalisation militaire est celle toujours dans le concept de téléopération, d'un système manipulé par l'homme et qui peut commander un exosquelette. Une autre façon qui était la plus recherchée pour la manipulation des pièces est la notion de robot qui marchait automatiquement. Ici, vous avez une photo du premier robot manipulateur industriel qui a été utilisé en 1961 chez General Motors pour décharger des lopins brûlants d'un four et qui a été fait par cette équipe de Engelberger et de Voll qui sont considérés comme les créateurs des Américains, qui sont considérés comme les créateurs de la robotique industrielle. À gauche, vous avez M. Engelberger, qui est toujours vivant mais d'un certain âge, et à droite, vous avez M. De Voll, qui est l'ingénieur qui a vraiment conçu technologiquement ce système et qui est décédé il y a un mois à l'âge de 99 ans. Donc la robotique s'est développée et les robots industriels, ici vous avez un robot d'assemblage assez rapidement. Et vous voyez ici un exemple de robot industriel apostrophique Kawasaki, qui est quelque chose qu'on trouve dans la plupart des applications industrielles de la robotique. Il faut savoir que en 1980-85, il y avait 300 fabricants de robots dans le monde industriel et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 ou 6, dont 5 japonais. Donc, quand on regarde ces robots que je viens de montrer, il n'y a pas seulement la notion de bras, mais il y a la notion d'imitation d'une structure générale du vivant. En effet, on a un corps mécanique qui est animé par des moteurs et dont les mouvements sont régulés grâce à l'utilisation de capteurs internes et externes. Et on s'aperçoit que dans l'être humain ou chez un animal, on a la même chose. Les moteurs ou actionneurs sont des muscles. Les capteurs internes sont les capteurs proprioceptifs qui sont situés en particulier dans les fuseaux neuromusculaires qui permettent de réguler la longueur d'extension des muscles. Et nous avons les capteurs externes qui sont la vision et le toucher et qui sont remplacés par
dans les machines par des caméras et aussi des peaux artificielles quand on le peut. Ces machines, il faut bien les commander. Donc on a vu qu'on pouvait avoir une commande directe ou manuelle, tout un tas de systèmes de téléopération. Je vais en montrer un ou deux exemples. Ou bien, ça s'appelle les robots de coopération. Ou bien on cherche à les commander automatiquement. Ça s'appelle des robots de substitution. Et un point important dans l'inspiration, dans la bio-inspiration, c'est la caractéristique de ces commandes, en particulier de commandes qui est intelligente. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à imiter les raisonnements que fait l'homme dans une certaine logique rationnelle, ceci pour une meilleure stratégie, un meilleur contrôle des robots. Alors, par exemple, dans le cadre toujours de la téléopération, on utilise, dans des applications particulières, la technique des clones ou des avatars. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un monsieur, c'est en Allemagne, vous avez un monsieur qui est en train d'animer, plus ou moins, de commander avec un système de téléopération. Le système commandé se situe à droite. Il s'agit, avec deux bras de robot, d'arriver à démonter une pièce. C'est une pièce qui va sur une fusée. Et dans le milieu, vous avez une scène virtuelle où les avatars sont les représentants de cet opérateur. Et cet opérateur, comme sur les jeux vidéo, commande ses avatars. Alors, toujours dans les commandes, les dernières commandes, qui ne sont pas applicables partout, mais qui auraient une application très importante du point de vue médical, c'est la liaison directe entre un cerveau et un calculateur. Et là, j'avais une petite vidéo, mais on n'arrive pas à la faire marcher. Je vais expliquer en quelques phrases ce dont il s'agit. Vous voyez à gauche le sommet de la tête de quelqu'un qui a un casque, et ce casque est doté de nombreux capteurs par lesquels on prend les signaux électroencéphalographiques. On traite ces signaux par des procédés informatiques et on détecte dans l'émission de ces ondes des ruptures ou des fréquences, etc. Qu'on arrive à relier d'une part à des zones du cerveau qui correspondent à une pensée volontaire de celui qui porte le casque et qui se dit qu'il veut faire avancer le robot, le faire tourner à gauche, le faire tourner à droite. Sur l'écran que vous avez avec les 4 flèches, c'est quand ces flèches indiquent que la personne va penser à faire tourner le robot à gauche ou à droite, ou avancer ou reculer. Et vous avez le robot qui est un robot fabriqué par Kawada. Cette expérience a lieu dans le laboratoire du CNRS de Tsukuba, le JRL. Et la petite vidéo, qui est très spectaculaire, montre que le robot va jusqu'à un stand, prend une boîte de Coca-Cola et la verse dans un verre, la repose. Et le monsieur, c'est-à-dire le chercheur qui commande et qui est sous ce casque, est très très fatigué après la démonstration, mais qui est réussi. Donc pour l'avenir, dans des applications comme les tétraplégiques, il est évident que de tels systèmes qui sont, comme on le sait, le cerveau est quelque chose de très très méconnu, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc pour la commande intelligente, je l'ai déjà dit, la bioinspiration réside dans l'imitation du raisonnement de la logique humaine, et donc c'est l'intelligence artificielle qui est apparue en 1956 aux États-Unis, qu'on a utilisé pour le déplacement d'abord des robots mobiles, enfin d'abord pour les langages informatiques. Et ici vous avez un exemple d'un des premiers robots mobiles qui a été fait au Stanford Research Institute vers 1969 et qui est
automatique, c'est-à-dire qui se déplace en fonction d'algorithmes d'intelligence artificielle situés dans ses ordinateurs. Alors ce robot a une histoire très célèbre, il s'appelle Shackey. Vous savez que to shake, ça veut dire secouer, parce qu'à l'époque, il était très facile de reconnaître si un robot avait été fait par un mécanicien, auquel cas il était très beau, il ne vibrait pas quand il arrivait à se mouvoir, mais il arrivait rarement à se mouvoir. À l'opposé, on reconnaissait de suite si c'était un informaticien qui avait fait le robot, parce que c'était un vague tas de ferraille qui branlait de partout, mais par contre qui arrivait à se conduire de façon intelligente. Un exemple de robot plus moderne. Il n'y a pas que de la bioinspiration dans ce robot qui a à la place de jambes des roues. Voilà d'autres modèles de robots qui ont des jambes et des roues et des bras. Et voilà un robot très intéressant, vous avez sûrement vu déjà dans les journaux, c'est le Packbot. C'est le robot qui est utilisé en Afghanistan par les Américains. Ils en ont déjà eu plus de 2000. Et ce robot est normalement un robot démineur. Donc vous voyez le bras de télémanipulation qui permet d'appuyer sur le sol. De temps en temps, ça pète quand il y a une mine. Et aussi maintenant, il est doté d'une arme où il peut faire de la reconnaissance automatique de cible et tirer sans qu'il y ait un opérateur humain qui lui dise de faire ça, ce qui pose des problèmes éthiques que je ne vais pas commenter maintenant. Donc on se trouve avec d'un côté des bras de robot et de l'autre des véhicules à déplacement intelligent sur lesquels on peut monter ses bras. Je vous en montre un qui est très célèbre aussi, qui doit être ici à la Cité des Sciences, qui est l'engin virgule qui avait été monté au CEA Saclay, avec 2 bras de téléopération et un système à roues à configuration variable qui a fait les bonheurs de la recherche dans les années 80. On a donc, avec ces ingrédients, tout ce qu'il faut pour faire une machine qui va se comporter comme l'homme, mais simplement pour l'exécution de tâches matérielles sur l'environnement. Et donc, à partir des années 90, une autre étape dans la bioinspiration s'est développée avec les robots humanoïdes. Comme j'étais très actif à l'époque sur le sujet, n'ayant encore que 50 ans, j'ai été témoin et au milieu de bagarres extrêmement importantes pour savoir si c'était une bonne voie de s'intéresser à des robots humanoïdes ou bien si au contraire il fallait complètement quitter la forme, l'inspiration de cette forme pour essayer d'être plus intelligent que la nature et faire des systèmes qui pouvaient être satisfaisants sur le plan de l'exécution des tâches sans du tout s'inspirer de la nature. Le grand cheval de bataille dans ceci étant la roue qui n'existait pas dans la nature. Finalement, comme voilà un robot Honda, le premier en 1996, finalement, les Japonais ont résolu le problème en mettant de l'argent et en faisant des robots humanoïdes. Et ils ont 3 raisons qu'ils avancent pour faire ça. Un premier, c'est un vrai problème, ce genre de besoin socio-économique que vous connaissez tous, c'est le problème de l'augmentation de l'âge de la vie humaine et du pourcentage de personnes âgées, et donc du nombre insuffisant de personnes pour les services à la personne. Une deuxième raison, beaucoup plus technique, c'est qu'on demande à ces robots de faire ce que fait un peu une nurse ou une infirmière, c'est-à-dire un certain nombre de gestes que font habituellement des humains. Donc il faut que le robot ait une certaine capacité à faire les mêmes gestes que nous faisons, même s'ils ne les font pas avec autant de brio que nous. Et donc ceci pousse à faire un modèle mécanique qui ressemble
quelque part à celui de l'homme, puisqu'il faut avoir la même dextérité. Dextérité, c'est la capacité de faire quelque chose. Et la troisième raison, c'est que si on réussit et qu'on fait des robots qui vont véritablement être en contact avec des personnes âgées ou handicapées, il faut éviter un rejet psychologique de ces personnes qui peuvent avoir l'impression d'être servies par une machine, et donc il y a un côté totalement inhumain. Et donc on cherche à créer, par la forme et le comportement du robot, une empathie de la personne servie envers sa machine. Et donc si elle ressemble à un homme, les Japonais, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent, et ils ont même fait des robots qui avaient la forme d'un enfant pour essayer de triguer, d'émouvoir, de provoquer cette réaction. Alors voilà, toujours dans la série des HRP, voilà un exemple de robot dans une manip amenant des médicaments à un malade, des robots plus petits comme Asimo, et le seul robot français pour le moment qui s'appelle Nao, que vous connaissez sans doute. Même chose, un robot qui est en train de déplacer un paquet. Et une autre étape sur le chemin de la bioinspiration pour nos robots, c'est de créer chez le robot la capacité de montrer des émotions. Deux minutes, je ne dis pas d'avoir des émotions, mais de montrer des émotions. Voilà un type de robot à l'université Waseda qui peut montrer cette chose différente. Et une dernière étape sur laquelle on a travaillé dans le cadre du groupe de travail de l'Académie des technologies, c'est le problème de la conscience artificielle, que je vais très réduire car c'est très très compliqué et long. Il s'agit par exemple de créer certaines propriétés dont on admet que ce sont des propriétés du cerveau humain et qu'on peut imiter, comme par exemple la conscience d'exister. Alors on peut évidemment philosopher grandement, et donc un certain nombre de gens, dont Gérard Sabat, ont proposé un modèle où ce type de conscience de machine, qui n'est pas une conscience humaine, mais une conscience de machine très utile éventuellement dans les applications, pourrait se manifester. Donc la deuxième voie dont je veux dire juste un mot, puisque c'est l'application des techniques de la robotique à l'homme lui-même. Donc c'est tout ce qui est prothèse corps artificielle, etc. Il y a deux motivations. C'est très important d'un point de vue éthique et philosophique. Soit on fait ça pour réparer les handicaps et restaurer la santé, soit on fait ça pour améliorer les performances chez un homme qui est déjà en bonne santé, c'est-à-dire allonger la durée de vie, augmenter les performances des sportifs, avoir des femmes qui restent belles jusqu'à 183 ans, avoir une jeunesse éternelle, etc. Alors le premier objectif, rien ne s'y oppose puisqu'il s'agit de restaurer la santé chez des gens qui l'ont perdue. Mais le second pose beaucoup de problèmes parce que, in fine, il peut s'attaquer à la nature humaine et vous avez toute une partie de gens qui sont des gens qui sont des militants du transhumanisme ou du post-humanisme, dont l'ambition finale, à travers ce genre de soins ou d'application de la robotique, c'est en fait d'améliorer l'homo sapiens sapiens en en faisant un qui est meilleur. Et donc se lancer sur des travaux qui permettraient de faire des équivalents de Batman, Spider-Man, Iron Man. C'est tout ce qui concerne l'homme bionique, le nouveau, etc. Ce qui me paraît assez important, c'est que ces gens-là ont vraiment pignon sur rue. Ils ont une université aux États-Unis, la Singularity University. Ils sont financés en particulier par Google. Et ce sont des
ce sont des gens très très actifs et des scientifiques généralement de haut niveau. Ce mouvement a été fondé par le frère d'Aldous Huxley, qui s'appelait Julian Huxley, qui était un biologiste en 1953. Je conclurai donc la biorespiration appliquée à l'imitation de l'humain a commencé de manière modeste avec celle de la morphologie du bras. Donc elle s'est beaucoup développée dans deux directions. La réalisation d'un homme artificiel, j'ai passé sur toutes les possibilités qu'on peut évoquer pour aller vers un homme artificiel, et de l'autre, vers la robotisation du corps humain. Donc on s'aperçoit bien au niveau scientifique et technologique aujourd'hui qu'on n'est pas trop loin d'une frontière qui devient une frontière philosophico-éthique et dont on peut se poser la question si on a le droit de la franchir ou non, d'où un problème à travailler. Le problème de la bioinspiration en robotique n'est plus simplement scientifique et technologique, mais il est philosophique, éthique et humain. Je vous remercie. Et voilà une idée de l'intelligence artificielle dans les bandes dessinées. Merci bien. Merci bien, Philippe. Peut-être que tu peux assurer la transition, puisque nous allons rester dans la robotique. Oui. À moins qu'il y ait une ou deux questions là, immédiatement. Je pense que notamment les dernières remarques de Philippe, qui c'est pas la science-fiction, hein. C'est quand même ça. Oui. Oui. Paul. Juste sur le dernier point, pour montrer jusqu'où ça va, actuellement même aux États-Unis, donc Philippe parlait de Google, il y a une étude qui est menée sur la philosophie suivante. Il y a probablement ou sûrement, suivant une évolution climatique, un réchauffement, et donc il y a toute une série de gens qui pensent qu'il faut prendre des mesures adéquates pour lutter contre, et ces gens-là disent que ça, c'est parfaitement inutile et que le travail important sur lequel ils travaillent, c'est de modifier l'homme pour qu'il s'y adapte. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Merci bien. Donc nous sommes déjà... Oui. Yeah. Non, mais il y a eu beaucoup de propositions farfelues dans ce sens-là. Oui. Pardon, on a le droit de poser une question à monsieur ? Parce que c'est ô combien intéressant. C'est ce qu'on appelle plus ou moins l'évolution forcée. Mais on va pouvoir nous changer, ça ne doit pas être si compliqué que ça, finalement. Ben non, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Ce qui doit être compliqué, c'est de ne pas trouver qu'est-ce qu'il faut changer en nous, c'est de pouvoir le réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous me posez une question ? Je ne sais pas, oui. Vous faites une remarque. Oui, parce que je pense que c'est de le réaliser, c'est pas de trouver, parce que de trouver, ça doit être assez facile. Non, mais déjà, vous voyez bien que sur des plans, je dirais, aussi compréhensibles, même s'ils sont très compliqués techniquement, des prothèses de reins, prothèses de cœur, prothèses de jambes, prothèses de bras, prothèses de... Vous voyez bien que déjà... Si un homme survivait avec 2 bras artificiels, 2 jambes artificielles, tout ça marchant, attention, hein, aussi dans le cerveau, on peut augmenter la mémoire, on fait des expériences d'insertion d'ordinateur. Je ne parle pas des expériences qui relèvent de la pharmacologie, par exemple comme on fait chez les militaires, pour savoir s'ils vont plus résister au danger en absorbant tel ou tel produit. Donc déjà, on a une panoplie de possibilités technologiques changeant des morceaux plus ou moins importants d'un homme, qui, s'il n'était pas un homme, on pourrait faire la manip, par exemple sur des singes, qui le rendent, s'il ne le tue pas, qui le rendent complètement différent, qui pourrait le rendre complètement différent d'un homme normal. On le voit bien. Et donc, si dans ces choses-là, par exemple, on réussit à arrêter le vieillissement, alors maintenant, les spécialistes, moi, j'en fais pas partie, mais j'en écoute, on a bien compris comment les cellules vieillissent, et il y a des gens qui proposent un certain nombre de solutions pour empêcher les cellules de vieillir. Donc, à ce moment-là, on peut envisager des vies très longues. Certains parlent même d'immortalité. Et c'est des gens... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être... On a un débat tout à l'heure. Ça fait partie des questions je pense qui peuvent être mis à l'ordre du jour du débat.
parce que sinon on dérape déjà, et c'est pas très grave pour l'instant. Oui. Okay. Le dérapage est encore tout à fait contrôlé. Et donc Frédéric Boyer qui vient prendre la suite, qui va... La robotique chez les animaux, l'imitation des animaux. Merci bien Frédéric d'être venu. Donc, en effet, je ne vais pas vous parler d'humains, mais plus d'animaux. Déjà pour dire que je suis honoré d'être ici et honoré de parler après Philippe Coiffé, qui a été mon directeur de thèse et que je n'avais pas vu depuis peut-être 20 ans. Maintenant, on fait des phrases étranges. Enfin, moi, c'est assez étrange de faire ces phrases avec 20 ans, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est l'expérience nantaise de la bio-inspiration. Ça va aller, merci. Donc, c'est la manière dont nous avons développé la bio-inspiration en robotique. On a commencé en 2003, donc je vais vous parler un peu, c'est un peu chronologique, et puis en même temps, je vais aborder quelques exemples, quelques étapes qui sont importantes pour nous. Donc c'est d'abord le fruit d'une équipe, hein, et puis d'une recherche qui s'est faite essentiellement en projet, grâce au CNRS, grâce à l'ANR, puis à l'Europe aussi. Donc d'abord pour dire, donc il y a des intersections avec tout ce qu'on a vu, évidemment, mais donc notre façon de nous situer, c'est donc de dire que d'avant tout, la biorotique relève de quelque chose de plus général, d'un mouvement plus général, alors qui serait la bio-inspiration, la bionique, la biomimétique, qui est finalement un mouvement qui apparaît pratiquement dans toutes les disciplines des sciences aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec les exposés précédents, et dont le fondamental pourrait être un peu le manifeste, c'est étudier la nature pour en extraire des mécanismes que ensuite on met en œuvre dans la conception de nouvelles technologies, de produits innovants. Donc cette définition met en valeur un peu les trois temps de la démarche, tels que nous, on la pratique, mais je pense qu'on a pu voir que c'était un peu le même cas dans les autres disciplines. Premièrement, on observe un phénomène naturel. Donc il y a un travail avec les biologistes là-dessus, hein, sans doute. Enfin, c'est ce que l'on fait. Donc ensuite, on comprend ces phénomènes, ce que l'on observe. Donc là, l'outil mathématique joue un rôle essentiel. Hein. Il n'y a pas de reproduction sans compréhension. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop le mot mimétique, mais plutôt inspiration dans notre cas, pour ne pas entretenir l'illusion qu'on pourrait reproduire la nature sans la comprendre. Donc, et puis ensuite, sa reproduction sur des technologies et des nouveaux produits. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple emblématique du Lotus qui a été exposé précédemment beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, mais qui aboutit finalement, à partir de l'observation de ses propriétés d'imperméabilité de la feuille de Lotus, à des verres auto-nettoyants qui pourront un jour, et qui doivent probablement déjà servir dans l'industrie. On pourrait multiplier, je ne vais pas dire à l'infini, mais il y a une pléthore évidemment d'exemples aujourd'hui venant de la bio-inspiration, plus ou moins conscient. On s'est toujours inspiré de la nature. Ce qui est nouveau, c'est que c'est une démarche aujourd'hui scientifique, systématique et volontaire. Et consciente du coup. Donc l'exemple qui a déjà aussi été abordé de ce TGV grande vitesse hein, qui a été fait par les ingénieurs japonais, le problème étant à l'époque que ce train devait rentrer en permanence dans des tunnels, en sortir, dû au relief montagneux du Japon, et du coup il devait ne pas perdre sa vitesse moyenne et résister à ces chocs. Hein, ces chocs dus au fait qu'on pénètre dans des chocs de pression dus au fait qu'on pénètre dans des tunnels. Et si on cherche dans la nature le recordman, toute catégorie des changements de milieu, air et eau en l'occurrence, c'est le martin pêcheur, ce qui explique un peu la forme de ce nez du TGV japonais qui ressemble un peu à celle d'un martin pêcheur. Bon, on pourrait multiplier, continuer. Ici, voilà un candidat que je trouve passionnant, personnellement, qui fera peut-être un jour l'objet d'un projet.
national ou européen, pourquoi pas. Donc ce lézard-là qui ne paye pas de mine s'appelle le sain, qui vit dans le Sahara. Et il a une propriété étonnante, c'est qu'il est capable de se déplacer dans le sable pratiquement comme s'il nageait dans l'eau. Donc c'est un cas de suprafriction. Enfin, je pense que les gens des matériaux et des interfaces en parleront évidemment beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, typiquement, il y a quelques temps, il y a 3-4 ans, il y a un industriel qui est venu nous voir de la région vendéenne et qui nous a dit, voilà, nous, notre problème, c'est qu'on a des silos à grains et on aimerait bien envoyer des robots pour faire des prélèvements à cause des normes européennes, etc. Et il n'y a rien qui peut faire ça. Aujourd'hui, on est obligé de vidanger les silos, ça prend énormément de temps, etc. C'est coûteux. Donc là, il y a un énorme marché, on va dire, de la locomotion robotique dans les milieux granulaires. Donc typiquement, c'est le genre de sujet où il n'y a pas de solution actuelle et où la bioinspiration peut apporter, en tout cas, des éléments de réponse. C'est donc ce qu'on appelle usuellement un verrou technologique. Donc en robotique, on peut dire que s'inspirer des animaux, c'est avant tout pour lever les verrous, j'aime bien de parler de verrous, et c'est tous les verrous qui sont liés à l'autonomie. C'est le gros enjeu de la robotique, faire un robot qui soit autonome. Donc ce schéma est extrêmement simple, hein, finalement l'idée c'est de s'inspirer des animaux pour faire une machine autonome. Alors le corps animal, que ce soit l'homme, d'ailleurs l'homme est un animal de ce point de vue, hein, fonctionnellement on peut le décomposer un peu de cette manière-là. Donc il y a un corps qui agit, hein, donc par l'action on entend ici la manipulation, dont Philippe Coiffé vous a parlé précédemment, mais aussi la locomotion. En bioinspiration animale, on est fasciné par la locomotion. J'ai parlé de locomotion granulaire, je vais parler un peu après de nage, de vol, battant. On pourrait penser aussi à la locomotion, par exemple, des gérisses à la surface de l'eau. Je pense qu'à l'école de physique-chimie, ce sont des choses qui sont étudiées. Bon, il y a énormément de choses à faire sur la locomotion animale. Il y a aussi évidemment la manipulation dont on vient de parler, qui est plus anthropomorphique. Et puis aussi tous les modes d'émission, tout ce qui est les modes de perception dits actifs, hein, liés à typiquement le sonar, l'acoustique. Donc j'émets un signal, hein, et puis je récupère un écho. Et je vais en parler après d'un sens que nous on a développé, qui s'appelle le sens électrique des poissons, et qui est typiquement rentre dans cette catégorie. De l'autre côté, on a le corps qui perçoit. Hein, donc là encore, c'est tous les sens, hein, donc l'acoustique, l'électrique, l'optique, mais aussi, je vais parler de ce sens qui est pour nous un sens qui évidemment n'est pas familier, une espèce de sixième sens qui est le sens électrique. Et puis entre les deux, entre ce corps qui agit et ce corps que perçoit, il y a d'un côté le système neuro-sensorimoteur, hein, qui intègre ces informations, les informations venant de la perception vers l'action, et puis tout ça est rebouclé par l'environnement. Donc là, typiquement, c'est le domaine des neurosciences, mais aussi de l'automatique, de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi s'inspirer des animaux? Pourquoi la bioinspiration? De ce point de vue, on peut dire que c'est une espèce de réorientation paradigmatique de la robotique qui a eu lieu, alors la dater exactement, là je laisse les historiens un peu aussi de la robotique. Je pense que typiquement Philippe pourrait nous dire ça beaucoup mieux que moi. Mais disons qu'au départ, donc déjà le rêve, le graal de la robotique, c'est faire la machine autonome. Et au départ, la robotique a conçu l'autonomie comme une conséquence de l'intelligence, elle-même conçue comme le privilège de l'espèce humaine. Donc être autonome, ça voulait dire penser. Et penser comme un homme, faire de la logique, raisonner, toutes les conséquences un peu cognitives autour de l'intelligence artificielle, et puis moins cognitive, mais l'automatique, théorie du contrôle, etc. Ce à quoi on a abouti, c'est pas vraiment des robots autonomes, c'est plutôt des robots qu'on pourrait dire, si on les compare aux animaux, aux gros corps primitifs et avec des gros cerveaux. Hein, surtout ça. Donc l'idée, si on devait faire une caricature un petit peu malicieuse, ce serait de dire qu'on a fait des cerveaux dans des bocaux avec des roulettes. Et si on regarde les seuls robots autonomes aujourd'hui qui existent et qui sont commercialisés, ce sont finalement des robots aspirateurs.
Et ces robots aspirateurs, si on les ouvre et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout basés sur une représentation du monde compliquée, l'intelligence artificielle, la logique, la cognition. Pas du tout, ce sont des approches dites réactives. J'agis, je perçois, j'agis et je réagis. Des approches réflexes. C'est comme si moi, je n'invoquais que mes comportements réflexes pour faire des tâches. Donc ils font évidemment des tâches assez simples, aspirer. C'est ce qu'on appelle l'approche brooksienne, du nom du premier qui a tapé un peu, enfin qui a lancé un peu un pavé dans la mare, qui lui-même était un chercheur en intelligence artificielle du MIT, et qui a dit, bon, faut arrêter, il faut aussi s'intéresser au corps, pas seulement au cerveau. Et finalement, de fil en aiguille, si on regarde des animaux extrêmement simples, comme la fourmi, enfin simple, du point de vue de la pensée cognitive, de l'intelligence, eh bien ces animaux font énormément de choses que nos robots ne savent pas faire. Donc, c'est ce qu'on appelle cette réorientation paradigmatique et qui va faire qu'on ne va pas seulement s'intéresser au cerveau pour l'autonomie, mais aussi au corps. Donc il y a une espèce de recentrage de l'autonomie vers le corps qui agit, le corps qui perçoit. Et aussi la morphologie. Donc typiquement, l'autonomie va être conçue comme le produit, si on observe ces animaux toujours, le produit d'autres formes d'intelligence, telles que par exemple l'intelligence qui est incarnée dans la morphologie du corps. Voilà. Donc si on fait des corps performants, pas seulement des plateformes avec des roues, mais des corps beaucoup plus performants, beaucoup plus de degrés de liberté, avec beaucoup plus d'interaction avec le monde, eh bien, on va résoudre des problèmes qui sont autrement conçus comme des problèmes typiquement d'intelligence artificielle ou de contrôle. Et on va finalement libérer l'intelligence, le cerveau, de ce qu'il a à faire. Et on s'aperçoit que pour beaucoup de choses, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau, il suffit d'avoir un bon système nerveux pour faire ce qu'il faut. Autre forme d'intelligence, ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence incarnée dans la morphologie du corps. C'est incarné au sens de la théorie de l'évolution, par exemple. Tout ce que le corps lui-même est intelligent, on va dire, de ce point de vue-là. Une autre façon de concevoir l'intelligence, c'est l'intelligence collective des insectes sociaux. Chaque insecte n'est pas très intelligent, sûr, même assez bête, mais l'interaction d'une multitude d'insectes avec son environnement et entre eux, eh bien, va fabriquer un comportement qui, à l'échelle de la société, est pertinent pour sa survie. Alors nous, au départ, on a commencé en 2003, donc je parle de l'expérience nantaise, avec la nage des poissons. On n'est pas loin de la mer, donc on s'est lancé là-dedans. On part d'un verrou technologique, toujours. Le verrou technologique, ici, qu'on avait adressé à cette époque, c'était donc de fabriquer des robots qui soient à la fois, des robots sous-marins, qui soient à la fois autonomes, enfin manœuvrants plutôt, et efficaces. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a? On a d'un côté ce qu'on appelle des ROV, des robots qui sont téléopérés en surface via un ombilic sur un bateau, connectés à un bateau, qui sont de gros systèmes, des cubes, bardés d'hélices, et que l'on va piloter par des joysticks en surface avec des retours caméra, etc. Donc ce sont des robots qui sont faits pour intervenir dans des espaces assez encombrés et pour faire des petites manœuvres assez fines dans des régions confinées. D'accord ? Donc ils sont assez manœuvrants, mais ils ne sont pas du tout efficaces. La forme n'est pas du tout hydrodynamique, c'est des gros cubes, et c'est pour ça aussi qu'ils sont connectés en surface pour l'apport énergétique. Et puis de l'autre côté, il y avait les OV, donc les robots cette fois-ci autonomes qui ressemblent à des torpilles. Alors eux, au contraire, ils sont très efficaces, ils sont très hydrodynamiques. Par contre, pour rester dans une région limitée de l'espace, ils sont obligés de faire de grandes manœuvres, donc ils ne sont pas du tout manœuvrants. Donc si on cherche à faire des robots qui soient à la fois efficaces et manœuvrants, eh bien l'une des solutions, c'est de s'inspirer de la nature. Les poissons font les deux, le font très bien. Le départ, c'était le premier qui a lancé ça, c'est Triantafilou, l'équipe de Triantafilou au MIT, avec un roboton qui en est aujourd'hui à 3 ou 4 générations. C'était plutôt des travaux en hydrodynamique. Voilà, donc je vais en parler peut-être un peu après. Donc nous, on s'est lancé dans 3 projets, c'est ce que j'ai dit, un projet CNRS, ANR, et puis ensuite un projet européen que l'on a coordonné sur ce sujet de la nage. Donc ensuite, on s'est diversifié, on a commencé à s'intéresser au... Alors peut-être que... Non, je sais pas...
On a commencé donc, excusez-moi, je vais voir si ça marche les vidéos. Oui. On a commencé à s'intéresser aux serpents. Hein, donc aujourd'hui, on est capable de faire des serpents. Alors excusez-moi, c'est des trucs un peu de... Voilà, je vous fais voir quelques animations. Donc on s'est intéressé à la reptation. Hein, donc là, l'idée, c'est de faire des robots qui soient capables d'aller dans des gravats post-catastrophiques. Et l'une des questions que l'on se pose, c'est comment ça marche, quoi ? Comment ça se déplace un serpent ? C'est quand même assez étonnant de voir un serpent bouger. On a l'impression que longitudinalement, latéralement, c'est complètement statique. Longitudinalement, ça avance. On se demande par quel miracle cette chose-là se produit. Donc, il y a vraiment un intérêt là, d'abord du point de vue mathématique et biomécanique, à essayer de comprendre comment ces systèmes se déplacent. Et une fois qu'on a compris, donc là, sur cette recherche-là, on en est juste au stade de la compréhension et de l'étude mathématique. Peut-être un jour, on fera un robot, sachant qu'il en existe déjà. Vous avez ce robot ici, qui est un robot de Hirose, du Japon, qui est un robot à roues. Mais les roues ne sont pas actionnées par des moteurs, c'est par reptation, enfin par modification des angles de ces articulations que le robot s'appuie latéralement sur les roues pour avancer. Donc les roues ne sont pas actionnées, il n'y a pas de triche de ce point de vue-là. Et ça reproduit ce qu'on appelle l'ondulation latérale des serpents. Autre sujet d'intérêt, c'est pour faire des micro-drones. Donc c'est le vol stationnaire qui est aussi étudié à l'ESPCI. Voilà, donc là, c'est encore au stade, pour nous, de la compréhension. Mais on a pour objectif de faire un drone, sachant qu'aujourd'hui, il en existe, le plus abouti, hein, c'est un robot colibri de la DARPA. Si vous allez sur Internet, vous tapez Hovering Flight et vous verrez ce robot magnifique. Alors, ici, il y a énormément de choses intéressantes, passionnantes pour l'aérodynamique. Par exemple, ces papillons, là, les sphinx, sont capables, vont lâcher des tourbillons dans leur sillage. En général, ces tourbillons, sur par exemple les avions, c'est de l'énergie qui est perdue. Là, cette énergie est récupérée, c'est-à-dire que l'aile du papillon va lâcher un tourbillon et ensuite, quand elle revient, quand elle rebrousse chemin, elle le récupère, elle le réattache et donc comme ça, elle entretient un tourbillon et donc elle optimise sa consommation d'énergie. Donc ça, c'est une propriété des animaux pour la locomotion, c'est qu'ils ont mis au point tout un tas de stratégies pour extraire et économiser l'énergie de leur milieu. Bon, aussi pour dire qu'on dégage peu à peu un cadre général de la locomotion. Et puis, on a aussi produit des robots. Donc, voici un robot, le robot nantais, robot anguille. Alors, c'est un robot qui a 36 degrés de liberté, 12 vertèbres. Alors là, vous allez le voir nager dans une piscine. Bon. Et je vais vous faire voir à présent, parce que je ne veux pas passer trop de temps sur les vidéos, je vais vous faire voir certainement le plus beau robot aujourd'hui, nageur inspiré de l'anguille, de ces poissons élancés. C'est un robot qui est développé à l'EPFL et qui a été amélioré dans le cadre du projet Angels que l'on a coordonné donc, à Nantes, et notamment pour toute cette étude des appendices déformables. Alors, pour revenir sur ma thèse, j'avais un encadrant de thèse qui me disait toujours il faut se servir de la déformation. Parce que moi, à l'époque, je travaillais donc sur la dynamique des robots déformables. Et je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Et je me disais, bon, on verra. Et aujourd'hui, dans la bioinspiration, on est à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, la déformation des mécaniques, au sens mécanique, n'est pas du tout un parasite qu'il faut éliminer, mais qu'on peut tout à fait s'en servir pour améliorer les performances, typiquement ici de la nage. Et les poissons le font, et c'est une des leçons des animaux. Vous avez vu tout à l'heure la déformation d'une aile d'insecte. C'est pareil, évidemment, pour la caudale d'un poisson.
Alors le côté perception, hein, je vous ai dit, il y a deux versants pour nous, la locomotion d'un côté, le corps qui agit, et puis le corps qui perçoit, qui ressent. Donc on s'est lancé à Nantes, là on est pratiquement les premiers, il y avait une petite équipe américaine qui avait commencé aux États-Unis, mais on a, disons avec le projet européen qu'on a encadré, on a un peu poussé plus loin et démultiplié un peu l'intérêt de la communauté roboticienne pour un sens nouveau qui s'appelle le sens électrique. Donc là, le verrou, je vous ai dit au début, il y a toujours un verrou. Le verrou, c'est toujours un verrou en robotique sous-marine. Il s'agit de faire des robots qui soient capables de se déplacer dans des milieux qui sont très confinés, par exemple avec plein d'obstacles, et dans des eaux turpides, pleines de particules. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire. Que ce soit la vision, ça ne marche pas. Et puis aussi le sonar, ah oui d'accord, parce qu'il y a plein de réflexions sur les obstacles. Donc là, la nature, si on regarde dans la nature, avec toujours cette idée que la nature est une bibliothèque de brevets en puissance, eh bien, on trouve un candidat et même une quantité d'espèces de poissons qu'on appelle les poissons électriques. Donc qu'est-ce que c'est le principe du sens électrique? Ces poissons se polarisent comme des piles, émettent des champs électriques autour d'eux. On met des objets autour dans ce champ, le champ est distordu et les poissons le ressentent au travers d'une multitude d'électrorécepteurs qu'ils ont sur leur peau. Donc on s'est lancé à partir de cette compréhension dans la réalisation de capteurs. On a extrait un principe physique. Voici ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les sondes élancées, qui est une espèce de première génération de robots, de capteurs inspirés du sens électrique. On a développé des moyens expérimentaux, un banc avec ces sondes qui naviguent dans des scènes plus ou moins compliquées, que l'on contrôle évidemment. Et puis ici, une autre sonde. Alors pour l'instant, c'est perché sur la perche, mais vous verrez que aujourd'hui, on a fait un robot autonome basé là-dessus, sur ce sens. Ok, donc l'idée du projet Angels, c'était un peu fou, hein, c'est de faire un robot qui soit anguilliforme, donc cette forme d'anguille, avec des modules qui puissent s'attacher et se détacher. Et chacun de ces modules est équipé du sens électrique. Donc je vais vous faire voir maintenant Normalement, ça doit marcher. Voilà, donc là, ici, c'est deux modules qu'on a délibérément placés en surface et qui vont s'attacher l'un à l'autre, ce qu'on appelle le docking, hein. Et tout ça basé sur le sens électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun autre moyen de perception que le sens électrique. Finalement, la stratégie ici, c'est que ce robot émet un champ électrique qui a une forme dipolaire et l'autre va suivre les lignes de champ jusqu'à remonter à l'émetteur comme des rails. Voilà l'idée. Donc, si on avait dû faire ça avec un modèle, hein, avec une représentation intellectuelle du monde basée sur la géométrie euclidienne, ça aurait été l'enfer, hein. Alors que là, juste en sentant et en réagissant à une sensation directe, on peut faire ceci. Donc c'est un cas emblématique, on va dire, enfin une bonne illustration de ce concept d'intelligence incarnée dont j'ai parlé, embodied intelligence. Ok, finalement, juste 2 slides encore. La nature est pluridisciplinaire, donc tous ces projets, cette recherche bio-inspirée est vraiment le lieu idéal d'une recherche en projet. Hein, avec des consortiums pluridisciplinaires, simplement pour un seul de ces projets, celui de l'ANR, avec ce projet Anguille. Vous voyez qu'il y a à la fois de la mécanique des fluides Navier-Stokes, de la dynamique avec des modèles rapides, de l'automatique, de l'informatique industrielle, de la biologie, ça c'est la peau, de l'électromagnétisme pour le sens électrique, des matériaux, de la conception mécanique, et je pourrais en multiplier encore. Le besoin aussi, alors il y a deux façons de... Il y a une diversité donc pluridisciplinaire, mais il y a aussi une diversité dans la pratique de la recherche, hein. On fait une recherche technologique. Au bout du compte, on produit des objets technologiques, mais on a aussi un fort besoin de recherche fondamentale. Alors, je vais vous donner deux illustrations et ce sera fini. La première, c'est donc la résolution du problème inverse, ce qu'on appelle le problème inverse électrique, que résolvent ces poissons. Hein, qu'est-ce qu'ils font ces poissons? Vous imaginez, on met une sonde là, on polarise les deux électrodes, ça crée des lignes de champ dans une enceinte isolante, on a des objets que l'on ne connaît pas, et puis en fonction du potentiel qu'on impose et des courants qu'on relève, il faut reconstruire la scène autour de soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse, et du point de vue mathématique, évidemment, ce sont des choses qui sont dures. Alors avec cette idée de s'inspirer de la nature, eh bien, on peut résoudre un problème inverse
qui consiste à utiliser l'une des stratégies qu'utilisent les poissons, c'est-à-dire suivre les lignes de champ, donc ce dont j'ai parlé. Donc non seulement pour rejoindre un congénère, comme je l'ai fait voir avec les 2 robots, mais ici, c'est de rejoindre un objet. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je vais émettre un champ, je polarise l'objet, et puis je remonte les lignes de champ de l'objet polarisé et je le trouve. Donc finalement, au départ, on se disait, quand on a commencé notre projet, pour faire de la navigation de notre robot, on va résoudre un problème inverse. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On utilise une navigation bio-inspirée pour résoudre des problèmes inverses compliqués. C'est typiquement le genre de choses vertueuses de la bio-inspiration. Autre sujet dur et fondamental, dont je vais... Et c'est la fin. C'est la nage passive. Donc là, c'est un résultat récent, mais ça représente 5 ans de travail sur la nage. Au MIT, l'équipe de Trientafilou étudiait l'interaction des truites avec une allée de gros vortex, de gros tourbillons lâchés derrière une pierre, type une rivière. Et une de ces truites est morte, et la truite a continué à nager, et même à remonter l'écoulement. Donc ça a été un truc incroyable. Il y a eu des papiers dans des revues. Tout le monde, toute la communauté en hydrodynamique s'est intéressée à ce sujet. Donc ici, c'est une simulation qui montre ceci. Donc là, c'est des modèles mathématiques qu'il y a derrière. Donc vous avez une allée de tourbillons et le corps, en fait, l'idée, ça va être que le corps élastique se met en résonance avec cette allée et va prendre l'énergie qui vient des tourbillons, enfin de l'allée du fluide, et la réinjecte dans le mouvement d'avance. Voilà l'idée, exploiter, comment utiliser les déformations plutôt que de les subir. Et je reviens donc à ma thèse. Merci. Merci.